production fictionnelle, le jeu de rôle est porteur d'idéologie et en tant que tel, il engage ses pratiquants à adhérer ou à rejeter certaines valeurs. La pratique en est un aspect essentiel et évidemment elle véhicule des valeurs et des idéologies mais qui sont par essence volatiles et difficiles à cerner et un tel examen nécessiterait bien sûr un travail d'enquête, d'observation participante et autres qui pour le moment dépasse mes capacités matérielles et méthodologiques parce que je ne suis pas sociologue, ni ethnologue, ni quoi que ce soit. En revanche, je peux donc faire ce que j'ai l'habitude de faire, à savoir me pencher sur les valeurs et les idéologies véhiculées par les textes, c'est-à-dire par la littérature de jeu de rôle, c'est-à-dire les supports écrits. En ce sens, ma recherche va se rapprocher des études littéraires qui ont déjà analysé ces phénomènes dans le roman, dans des ouvrages fondateurs pour les littéraires, à savoir Texte et idéologie de Philippe Hamon, c'est toujours magnifique ces couvertures, et Poétique des valeurs de Vincent Jouve. Donc mon propos va consister à étudier la manière dont les supports de jeux de rôle peuvent véhiculer des valeurs et des idéologies en m'appuyant sur les analyses de ces éminents prédécesseurs, mais en tenant compte évidemment de la spécificité du jeu de rôle qui est à la fois un texte fictionnel et un mode d'emploi, comme je l'ai montré il y a 2 ans ici. Dans ce cadre, je pose l'hypothèse que les valeurs et les idéologies véhiculées par le jeu de rôle relèvent non seulement de l'étude de la fiction, en ce qu'elles sont consubstantielles de la description des mondes fictionnels et de leur mise en scène à travers de scénarios, mais également du gameplay. Alors, gameplay, règles, moteurs, on pourrait discuter enfin, voilà, mais bon, bref, on ne va pas discuter de ça ici. Le gameplay, en ce que le moteur de jeu et les règles permettant la création de personnages sont des lieux privilégiés de leur expression. Et donc, mon étude va porter sur ces 4 points. Alors, d'abord, le monde de fiction. Donc, tout monde de fiction promeut et présente des valeurs qui sont soit implicites, soit explicites. Le jeu de rôle ne fait pas exception, et chaque monde de jeu de rôle propose des valeurs et des idéologies que les PJ, les joueurs et leurs personnages vont soutenir ou contester. Alors ces valeurs sont parfois très explicites, et là c'est effectivement très simple. Par exemple, dans Moonblade, ou dans Stormbringer avant lui, la polarisation du monde fictionnel existe entre loi, chaos et éventuellement balance au milieu. Elle est très sensible que les joueurs incarnent des personnages de l'un ou de l'autre camp. Et beaucoup de jeux reposent sur sur une opposition idéologique forte qui structure souvent le cadre global des valeurs mises en jeu par l'univers fictionnel. On joue la Camarilla contre le sabbat, l'Empire contre la rébellion, les traditions contre la technocratie, etc., etc. D'autres mondes fictionnels sont bien connus, même souvent, pour être sous-tendus par des choix idéologiques et moraux tout aussi explicites et parfois discutables. C'est par exemple le cas, j'ai pris quelque chose de facile, de l'univers de Warhammer 40 000 et de ses diverses déclinaisons comme Dark Heresy, Rogue Trader, Deathwatch, etc. Donc les PJ jouent des humains engagés dans l'exploration de mondes lointains ou son exploitation, ou encore dans la lutte contre le chaos et les forces obscures qui menacent l'Empire humain. Et toutefois, si on creuse, mais pas très loin en fait, l'un de ces présupposés du monde fictionnel et de tous les jeux qui en découlent est que les Xénos sont au mieux incompréhensibles, comme les Eldar, et au pire mortellement dangereux, et que dans tous les cas, ils font partie de ces forces obscures à combattre. Les illustrations des divers bestiaires proposés, j'en ai trouvé une, et ça m'a paru relativement explicite, ne font que renforcer évidemment ce constat au fur et à mesure de la lecture des ouvrages. Il en découle une xénophobie latente qui irrigue tous ces jeux, puisque globalement, les personnages des joueurs doivent se méfier des créatures du chaos, mais aussi des hérétiques, des psycheurs, des xénos, et donc en fait de toute forme d'altérité. À ces présupposés dérangeants s'ajoute une esthétique qui allie le culte de la force brute, les têtes de mort, les uniformes et les symboles hiérarchiques un peu fascisants. Alors évidemment... Et donc, je vous ai mis la couverture qui tue, purifiée par le feu, et pour ceux qui n'iraient pas, l'innocence n'existe pas, il n'y a que des degrés de culpabilité. Voilà. J'ai beaucoup joué à Dark Heresy, donc je plaide coupable complètement. Donc évidemment, je ne dis pas que jouer à Dark Heresy transforme les joueurs en dangereux néo-nazis, ce serait quand même un peu facile et mériterait d'être dans la pire télé qu'on a pu connaître dans les années 90, mais... que l'idéologie qui se dégage d'un jeu doit être l'objet d'une prise de conscience, de recul, voire d'une éventuelle contestation de la part de la communauté interprétative que représente la table de jeu. Ces valeurs latentes sont d'autant plus sensibles lorsqu'on compare un monde fictionnel plutôt xénophobe quand même, par exemple celui de Warhammer 40 000, à d'autres jeux qui présentent des univers cosmopolites où les aliens sont plutôt des gens sympas, comme Star Wars, où d'ailleurs les xénos sont mis à égalité avec les humains au milieu de... Voilà.
Quoi qu'il en soit, ce qui permet souvent de repérer ces grandes lignes de force est à chercher du côté de ce que Vincent Jouve appelle l'autorité énonciative et de ce qu'il appelle la fonction de régie. Il explique que les valeurs mises en avant par un récit sont rendues sensibles grâce à certains procédés et notamment par la récurrence. Je m'explique, si dans un univers de science-fiction, je mets une fois des xénos horribles, méchants et dangereux, je ne dis pas que tous les xénos sont horribles, méchants et dangereux. Si je le fais 3 fois de suite, je donne quand même l'impression que c'est une loi de l'univers. Si je fais ça 10 fois de suite, j'énonce une ligne de force idéologique de l'univers fictionnel. Les xénos sont une altérité dangereuse, point. La mise en avant de valeurs dans un monde fictionnel est aussi conditionnée par le genre, et on en parlait ce matin, le genre et le... ou cet après-midi, je ne sais plus. Non, ce matin. Le genre et le registre des histoires qu'on raconte dans cet univers, ce que par ailleurs j'ai décidé d'appeler le tropos. En effet, si le jeu ou la communauté interprétative de la table utilise un genre ou un registre humoristique, satirique ou parodique, les valeurs véhiculées par le monde fictionnel seront mises à distance. Par exemple, le dungeon crawling présuppose certaines valeurs, entraide, mais aussi désir de richesse, recours à la violence, quête de puissance. Mais ces valeurs peuvent être éventuellement contestées et mises à distance dans des univers parodiques, par exemple dans le donjon de Naalbuck. De même, alors on peut se demander si une partie de l'appel de Cthulhu a tendance pulp, qui met en avant les grands stéréotypes des romans d'aventure et qui présuppose quand même une bonne touche de second degré, ne met pas plus de distance par rapport à toutes les valeurs dominantes du XXe siècle qui sont charriées dans le livre et qui d'ailleurs ne sont pas du tout assumées par leurs auteurs, enfin je pense. Voilà. Alors, deuxième paramètre, c'est ce que... Paramètre, je vais appeler ça des points valeurs, puisque Vincent Jouve appelle ça des points valeurs, c'est-à-dire les points où s'ancrent les valeurs dans une œuvre, alors là, pour le coup, de jeu de rôle. Deuxième point, donc, les personnages. Le personnage et sa fiche constituent un point valeur central dans le jeu de rôle, à plusieurs titres. Alors d'abord, le personnage est au centre de la construction des valeurs du jeu par le choix des paramètres qui le décrivent. Les termes employés sont importants et révèlent l'univers idéologique du jeu. Et donc je me suis livré à une petite expérience... Ah, merde, zut. Voilà, bon, je vous avais raté Naalbuck, tant pis. Donc, si on prend 2 jeux différents, alors je me suis rendu compte que c'était des jeux de vieux, mais tant pis. On vieillit. Que voulez-vous, même s'il y en a quelques-uns qui s'offrent des liftings. Donc j'ai comparé... Bah oui, la mascarade, j'ai pris un petit lifting. Alors, donc, je vais comparer Vampire la Mascarade et une fiche d'Agone, et on retrouve le même principe, à savoir des attributs caractéristiques pour l'inné, des compétences et des capacités pour l'acquis, et on les combine, et hop, on fait son test. Toutefois, les termes descriptifs sont importants. On retrouve à chaque fois une tripartition entre physique, mental, social, mais, alors, si Agone classe la perception pas au même endroit que Vampire, bon, très bien. Surtout, les caractéristiques sociales, si on les regarde de près, diffèrent largement. Agone met l'accent sur la créativité, ce qui dévoile évidemment la valeur fondamentale du jeu, à savoir son rapport à l'inspiration et à l'art. Alors que Vampire utilise, lui, notamment le terme de manipulation, qui insiste sur la dimension fallacieuse, trompeuse du monde et des relations humaines. Cette intuition est corroborée par le dispositif d'ensemble des jeux. Les inspirés, évidemment, rien que le terme d'inspiré est une affirmation idéologique et de valeur, se battent contre le masque et la perfidie, tandis que les vampires participent au système complotiste qui s'appelle la mascarade, et donc qui consiste non seulement à leurrer le monde humain, mais aussi à intriguer au sein de la société vampirique, puisque finalement la mascarade se joue à l'intérieur et à l'extérieur de la société. En outre, le rapport au monde des personnages et leur position de héros, c'est-à-dire le statut de personnage exemplaire porteur de valeurs positives, comme le définit Hamon, est plus ou moins inscrit et affirmé sur le support de l'affiche. Si on regarde les valeurs morales à Vampire, le courage c'est une vertu, mais c'est une vertu comme une autre, et on peut mettre 1 comme on peut mettre 5, et peu importe. C'est pareil pour la volonté. À Agone, la fiche de personnage est claire. L'héroïsme et l'exemplarité des personnages est inhérente à leurs conditions d'inspirer, impossible d'y échapper, puisqu'ils possèdent une flamme et des points d'héroïsme. Évidemment, ce type de paramètre est en général redoublé par la création de personnages qui allouent plus ou moins de points et qui met des plafonds plus ou moins hauts ou bas, selon ce qu'on attend des joueurs. Les plafonds sont évidemment un indice. Lorsqu'à l'appel de Cthulhu, on nous dit que 99 est le maximum humain et qu'on voit qu'on peut aller jusqu'à plus de 250, on comprend bien que l'héroïsme est certes possible, mais qu'il va être très compliqué et qu'il va probablement se heurter à un moment au paradigme général du jeu, savoir qu'il y a des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus compliquées à gérer qu'un simple humain. En outre, les personnages se définissent aussi par des handicaps et des atouts. Alors, si on regarde ces handicaps et ces atouts, généralement, ils sont dans un cas
utile et dans l'autre cas défavorable aux joueurs. Mais quand même, on a des valeurs qui s'inscrivent dans le vocabulaire. Par exemple, dans la Go, on trouve des avantages, instinct de la perfection, inventif, sensible, je suis un artiste, ou encore des défauts, blasé et oublié des muses. Voilà, c'est la loose. Dans Dark Heresy, on trouve des talents. Ces talents sont forcément positifs puisqu'ils donnent des bonus ou des avantages pour faire certaines actions. Et alors, le nom des talents est lui-même tout un programme, puisqu'on trouve parfois des talents tels que paranoïa. Donc, dans Dark Heresy, la paranoïa est une qualité qui procure un bonus en vigilance. Haine et litanie de la haine, qui procure des bonus au combat contre certaines catégories d'ennemis, comme les démons ou les xénos. Ou encore, et c'est mon préféré, chimiocastration, consternation, qui procure un bonus pour hésiter à toute forme de séduction. Et donc, on le voit, la connotation des termes est importante et elle est porteuse d'une certaine haine de soi et de l'autre qui s'attache à ce jeu, parfois aux valeurs parfois gênantes tout de même. Mais j'y ai beaucoup joué, je me bats ma coulpe tous les soirs. Les PJ sont aussi également au centre du dispositif des valeurs du jeu par le type de personnage qu'ils incarnent. Répondre à la question « qu'est-ce qu'on joue ?», c'est positionner dès le départ les personnages des joueurs dans une perspective idéologique. Ce positionnement est indispensable dans un certain nombre de jeux. À Moonblade, on choisit, on est élu de la loi, on est élu du chaos. À Star Wars, on incarne un Jedi, un Sith ou d'ailleurs plein d'autres choses. À Vampire, on peut jouer du côté de la Camarilla, du sabbat ou éventuellement des anarques, etc. Donc ce choix originel définit le personnage et les valeurs auxquelles il est censé, et j'insiste sur le censé parce que j'y reviendrai, adhérer et qu'il doit éventuellement promouvoir. Certains jeux définissent même des codes de valeurs que doivent suivre les joueurs. À Agone, on joue des inspirés. À Mage, on joue un membre des traditions. À Hexagone Universe, on joue un gentil super-héros. Et à Dark Heresy, on travaille pour l'Inquisition. Non mais je ne suis pas particulièrement contre Dark Heresy. Ne me jetez pas des choses. Donc évidemment, il est hors de question dans ces jeux d'incarner un perfide, un membre de la technocratie ou un infâme xéno, évidemment. Dans certains jeux, il faut choisir son allégeance. Et les valeurs mises en jeu sont plus nuancées, mais tout aussi douteuses parfois. Choisir la Camarilla contre le sabbat, c'est choisir la voie de l'humanité. Mais aussi la soumission à l'autorité et à une lourde hiérarchie. Choisir le sabbat, c'est faire le choix de la liberté et de la marginalité. Mais appartenir à une organisation représentée globalement comme un ramassis de sociopathes. Ce choix fondamental incarne, d'une certaine manière, le discours implicite du jeu sur l'ordre et sur le désordre dans la société. En outre, les personnages créés par les joueurs, quel que soit le jeu, correspondent à ce que Vincent Jouve et les structuralistes comme Grémas avant lui appellent des rôles thématiques, et qu'on définirait en fait en jeu de rôle communément comme des grands archétypes, le marin intrépide, l'escroc charmeur, le mercenaire fatigué, etc. Et ces rôles thématiques sont importants parce qu'ils orientent le regard porté par les personnages des joueurs sur le monde de fiction, et d'une certaine manière des joueurs aussi. Un rôle thématique intégré à la société, un noble, un marchand, un fonctionnaire, aura tendance à suivre les valeurs du monde de fiction proposées, tandis qu'un rôle thématique marginal, voleur, assassin, esclave en fuite, etc., ou femme parfois, aura plutôt tendance à s'y opposer. Ainsi, incarner une femme aventurière pour l'appel de Cthulhu dans les années 20, c'est choisir d'incarner un personnage qui va contre les valeurs dominantes de son époque et qui devra au moins systématiquement lutter contre elles et au mieux les remettre en cause. Le choix des personnages est même conditionné parfois par le jeu lui-même en fonction de son positionnement idéologique et de l'expérience de pensée qu'il veut faire vivre aux joueurs afin de leur faire éprouver par le jeu certaines valeurs. Et je remercie Coralie pour son article qu'elle avait fait pour JDR Mag, puisque je lui emprunte son exemple. Donc dans Night Witches, les PJ incarnent des femmes aviatrices dans l'armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale qui doivent se battre contre l'ennemi, mais aussi contre les préjugés et les discriminations de genre. Le dispositif du jeu, donc, place les PJ devant ces problèmes et il les pousse à lutter contre les réflexes qui s'attachent ou ont pu s'attacher au genre et à sa perception. Troisième point. Je sens que je vais être à la bourre. Le gameplay. Alors, je vais essayer d'aller relativement vite sur le gameplay. Dès ses origines, donc, le jeu de rôle dans sa version devenue classique avec tous les guillemets du genre, propose une expérience ludique qui s'étale sur le temps, repose sur une logique de progression, d'accumulation, pour tout dire de croissance, tout à fait symptomatique d'un mode de pensée capitaliste. Les PJ se développent grâce à l'expérience acquise, modélisée sous la forme d'EPEX, grâce aux contacts qu'ils ont pu faire, au matériel, à la richesse et à son accumulation.
Ce modèle de développement, qui repose sur la croissance donc, du personnage, l'accumulation de puissance, de matériel, je pense par exemple à Shadowrun, s'est également répandu dans le jeu vidéo et les massivement multijoueurs, les MMORPG en sont devenus les parangons pour le meilleur et pour le pire. Je joue aussi beaucoup à MMORPG, donc je ne jette aucune pierre à qui que ce soit. Pourtant, ces valeurs capitalistes sont parfois battues en brèche par d'autres modèles, parfois même très anciens. Alors, par exemple, on a des jeux qui utilisent les PEX pour faire autre chose que progresser. Par exemple, dans Vendia, on active ses pouvoirs d'armure grâce à des PEX. Du coup, on est obligé d'arbitrer entre dois-je progresser de manière capitaliste ou tout de suite faire un rayon laser géant pour tuer les méchants. Les formats du burst et évidemment du one-shot, qui sont limités à une ou plusieurs séances de jeu, proposent des pré-tirés et minimisent du coup l'importance et l'impact des PEX sur les personnages des joueurs. Et on sait depuis l'appel de Cthulhu qu'un jeu à très fort taux de mortalité ou de folie, évidemment, n'encourage pas la capitalisation de l'XP, puisque les personnages sont appelés à disparaître rapidement, et donc constituent davantage un support de jeu qu'une interface d'identification et de projection affective puissante, CF ce matin, avec le pion contre, j'ai oublié la deuxième catégorie, mais c'était très, très éclairant. En outre, le gameplay d'un jeu est le reflet d'une certaine vision du monde, qui s'accorde normalement, system does matter, à l'univers fictionnel et aux valeurs qu'il promeut. Agone valorise une vision du monde lumineuse et positive qui repose sur le primat de l'art et l'héroïsme. Son moteur de jeu propose donc un éventail de possibilités pour jouer des artistes héroïques dans un monde dangereux. Des points d'héroïsme, des bonus de caractéristiques, des pouvoirs de flamme, des disciplines magiques liées aux arts qui leur sont réservés, et des dés qui explosent. Très important, les dés qui explosent. A l'inverse, l'appel de Cthulhu est un jeu meurtrier où les PJ finissent confrontés à des choses qui les dépassent. Nous l'avons vu. Et nous le savons tous. L'héroïsme est toujours possible, mais il se solde souvent par un échec cuisant. Le moteur de jeu peut également tenir un discours sur l'inné ou sur l'acquis d'un personnage, puisqu'en le modélisant, il doit arbitrer entre ces deux paramètres. Certains jeux accordent davantage de place à l'inné, par exemple dans L5R, notamment la première édition, où les caractéristiques conditionnent le nombre de dés gardés, et d'autres sont plutôt tournés vers l'acquis. Si on réfléchit, le système Chaosium favorise quand même la maîtrise des compétences sur les caractéristiques brutes. Un moteur de jeu est également le reflet de la conception de l'altérité que promeut un jeu de rôle. On interroge rarement le fait que l'humain soit la créature canon des univers de science-fiction, et de fantasy d'ailleurs. Il prend aussi position sur les différences de genre, et je vais éviter, avec beaucoup de pudeur, de parler des fameux modificateurs de l'appel de Cthulhu. Je passe. Parce que sinon, on va encore se battre. De plus, du fait de la place historiquement et pragmatiquement centrale du combat dans les jeux de rôle et dans beaucoup de parties, le moteur de jeu, le gameplay, le système, s'intéresse nécessairement au rapport à la violence développée... j'ai raté quelques... J'étais prise dans mon... Développé dans le monde de fiction représentée. Donc par exemple, les Néphilim évoluent dans un monde où le conflit est perpétuel et sans merci depuis l'Atlantide et le soulèvement des humains. Cette violence était minimisée dans la seconde édition pour des raisons de paramétrage et a été mise en valeur, c'était un choix, dans la troisième avec des règles telles que la dispersion des grenades, voilà, tribute to Arnaud, et ou de nombreuses manœuvres de combat. On se rappellera par exemple du jeu Sulfate à l'arme à feu. Le développement de cet aspect du jeu tenait un discours clair. La violence est une arme pour ceux qui veulent se battre, mais elle est à double tranchant et elle peut s'avérer fatale. Ainsi donc, le gameplay est une modélisation du monde fictionnel par un système de règles et de paramètres qui est porteur par essence de valeurs et d'idéologie. Et enfin, on a les scénarios. C'est très important, les scénarios. On peut d'abord distinguer les jeux à intrigue des jeux plus libres. Dans le cas d'un jeu à intrigue, l'histoire suit un déroulement connu et programmé qui correspond au genre de jeu auquel on joue. Dans DD, on va globalement explorer, je dis globalement parce qu'on peut faire autre chose, mais on va globalement explorer à un moment ou à un autre un donjon. Dans Shadowrun, on va globalement faire un run. Et dans Cthulhu, on va enquêter sur des phénomènes étranges dans un contexte historique qui implique des éléments du mythe à plus ou moins haute dose. Je schématise. Quoi qu'il en soit, ces scénariotypes induisent des valeurs qui sont globalement constantes car récurrentes. DD privilégie l'aventure, la découverte, le combat, l'accumulation de puissance, de matériel. Shadowrun place les joueurs dans un rôle d'arbitrage entre des grandes factions corporatistes, en leur assignant la place d'électrons libres dans un monde où la liberté est un privilège rare et fragile, et qui s'achète en risquant sa vie tous les jours. Et l'appel de Cthulhu met en avant l'histoire, l'érudition, le fameux jeu bibliothèque, l'enquête, le jet de toc,
en insistant sur le fait que le passé, le mythe, historique ou mythique, a une importance pour le présent. Dans le cas d'un jeu sans intrigue type, parce qu'il y en a quand même beaucoup, les scénarios constituent une trame que les PJ pourraient théoriquement arpenter dans n'importe quel sens et à laquelle ils pourraient donner n'importe quelle orientation, notamment idéologique. Toutefois, la plupart du temps, les PJ vont appliquer un programme narratif qui est induit par la situation de leur personnage dans ce monde. Par exemple, la vampire, la mascarade, les PJ sont poussés à vivre leur vie de vampire avec humanité, à respecter l'autorité des anciens, du prince, de leur sire, et à servir les intérêts de leur clan, qui peuvent s'avérer contradictoires autour de la table de jeu. Vincent Jouve souligne que pour instituer et souligner une valeur, il faut en faire l'objet d'un vouloir du personnage. Ce vouloir transforme son objet en objet désirable et lui donne ainsi de la valeur. Pour reprendre l'exemple de vampire, le clan des joueurs se fait créateur de valeur. Les Nosferatu promeuvent l'information, la connaissance, les Ventrous, le pouvoir et ses symboles, les Toréadors aiment ce qui est beau et placent la beauté au-dessus de toutes les autres valeurs. Et donc Vampire est un jeu, de ce point de vue, très riche, au sens où il met en scène des conflits de valeurs au sein même de la table de jeu et de manière normalement perpétuelle. Les dispositifs scénaristiques sont plus ou moins riches en interrogations aussi sur les valeurs. On trouve parfois des scénarios quand même qui posent aucune question. En effet, le jeu de rôle est né des genres de l'imaginaire où l'aventure tient une place importante et où l'action peut être haletante, les rebondissements nombreux, etc., laissant quand même parfois peu de place aux interrogations politiques et ou éthiques. Et donc, un certain nombre de scénarios quand même sont soumis à un traitement de l'intrigue manichéen, psychologisant, voire transcendant, refusant d'interroger le monde de fiction selon des modalités politiques ou éthiques. Les scénarios, par exemple, on pourrait citer comme scénario type de ce genre de démarche l'appel de Cthulhu, où on met en scène d'horribles cultistes. Ah, ça c'était pour le PEX. Voilà, les horribles cultistes. Où on met en scène d'horribles cultistes qui se sont vendus à des créatures surnaturelles parce qu'ils sont fous. D'accord ? Refusant d'analyser la question centrale, mais pourquoi se vendre à des créatures horrifiques alors que de toute façon elles ne vont que vous nuire ? Toutefois, cette posture est idéologique. Refuser l'engagement en politique, en art, est déjà une posture d'engagement, et de même, refuser de montrer l'affrontement du mal dans sa dimension sociale ou politique pour l'essentialiser ou le psychologiser, c'est une affirmation sur le monde et c'est déjà une prise de position idéologique plutôt réactionnaire. Inversement, le jeu de rôle peut être également fécond en scénarios qui mettent en jeu des questions brûlantes, la place des femmes dans la société, le refus des discriminations, le jeu politique, la question des réfugiés, tout et n'importe quoi. Alors, pour produire un questionnement des valeurs sur un dispositif scénaristique, les PNJ revêtent une importance capitale. Si on suit Vincent Jouve, les paroles, pensées et actions des personnages sont les points valeurs d'un récit. Ça marche pour le roman, mais ça marche pour le jeu de rôle aussi. Si on transpose donc au jeu de rôle, les PJ ne sont pas les seuls dépositaires des points valeurs, les PNJ les incarnent tout autant, par leur discours et par leur action. Je vais prendre un exemple donc d'un scénario qui vient de sortir, hélas, dans un magazine que je ne citerai pas, et qui s'appelle La jungle et la forêt. C'est un court scénario pour Wasteland, et alors j'espère que je ne vais pas créer d'abominables spoils, alors j'ai essayé d'être très vague, histoire que les gens qui vont le jouer ne soient pas embêtés. Alors, en quelques mots, je trace le pitch. Les PJ font escale sur une petite île paradisiaque qui abrite une sorte de bidonville appelé la jungle, et mal vue par les locaux. La disparition de jeunes adolescents du village voisin attise les haines et déclenche un pogrom. Les PJ sont confrontés à de nombreux PNJ qui portent tous un regard différent sur la situation et incarnent des valeurs divergentes. Le chef du village est protectionniste et il voit tous ses réfugiés d'un seul œil. Son homme de main est tout aussi xénophobe, mais il s'enrichit sur le dos des réfugiés parce qu'il les raquette. La guérisseuse du village, c'est la gentille. C'est une femme, est-ce qu'il y a un rapport? Je ne veux pas le savoir. Incarne l'ouverture sur l'autre et sur le monde en s'occupant des réfugiés. Le chef de la jungle, qui est une chef, donc en fait toutes les femmes ne sont pas gentilles, ouf, profite de sa position pour vivre confortablement, alors que d'autres réfugiés, comme un certain kobold, exploitent leurs semblables, puisque le kobold tient un tripot où certaines réfugiées se prostituent. Voilà. Donc on le voit, les différents PNJ du scénario incarnent et promeuvent des valeurs concurrentes qui sont autant de positionnements idéologiques possibles pour les PJ. En cela, le jeu de rôle propose une narration qui relève du concept de polyphonie ou de dialogisme développé par Michael Bakhtin, et je passe.
Dans cette polyphonie, le problème est d'opérer une hiérarchisation entre les différentes valeurs mises en jeu. C'est très bien de rencontrer des PNJ, mais il y en a bien qui incarnent la valeur dominante. L'ultime arbitrage revient bien entendu aux joueurs, puisque ce sont quand même eux qui choisissent d'agir sur le monde en fonction de leurs intérêts, de leurs buts et de leurs valeurs ou des valeurs qu'ils veulent promouvoir. Et donc ils privilégient la voix d'un ou plusieurs PNJ et éventuellement proposent une solution qui n'est pas incarnée par un PNJ. Mais le scénario lui-même est le support d'une hiérarchisation qui peut prendre plusieurs formes. D'abord, le dénouement peut aboutir à une modification ou une conservation du monde fictionnel. Vincent Jouve appelle ça soit un récit de l'ordre présent accepté, soit le récit de l'ordre du monde refusé. Alors, je donne 2 exemples. Souvent, les scénarios de Vampire la Mascarade appartiennent pour la plupart au récit de l'ordre présent accepté, au sens où les PJ, globalement, ont rarement la possibilité de faire bouger les lignes de l'univers, les grandes lignes de l'univers, et ses valeurs dominantes. A l'inverse, une campagne comme la Sentence de l'Aube pour Agone transforme le monde de fiction, modifie ses règles, et après le passage de la Sentence de l'Aube, il est normalement possible d'incarner des Autonins, et on est là devant un récit de l'ordre présent refusé, qui met en avant des valeurs comme le courage, la persévérance, l'espoir ou le changement. De plus, le dénouement du scénario favorise parfois un ou plusieurs PNJ qui gagnent, quoi que fassent les joueurs, ou pour poser des jalons plus loin. Et c'est une manière, par exemple, de poser des jalons. Dans les Chroniques de l'Apocalypse, par exemple, globalement, quoi que fassent les Néphilim, la révélation d'Akhenaton va balayer l'ancien monde et va promouvoir, pour un temps du moins, ses valeurs comme dominantes. Et enfin, une manière plus directe et plus coercitive de hiérarchiser les valeurs réside dans la sanction finale des PEX. Et oui, les PEX sont alors la clé de voûte de la progression des personnages et peuvent sanctionner un certain nombre de choses. La présence des joueurs, leur bonne humeur, la qualité de leurs prestations, etc. Mais elles sanctionnent aussi également parfois la manière dont les joueurs sont arrivés au dénouement de l'histoire. Je prends l'exemple de La jungle et la forêt, le scénario que je vous ai tracé à grands traits. Les PJ gagnent des points d'expérience, je cite, s'ils évitent le pogrom. Et un point d'éclat, donc dans Wasteland, un point d'éclat, c'est du gros point d'héroïsme qui fait mal, si, je cite, s'ils se soucient du sort des réfugiés. Ainsi, le scénario est très clair, les valeurs de solidarité, de tolérance et d'ouverture sont explicitement valorisées, au détriment de PJ qui, après tout, auraient pu se montrer indifférents, voire hostiles aux réfugiés. Point. Donc, le jeu de rôle a de nombreuses manières de hiérarchiser les valeurs au cours des scénarios. Enfin, et j'arrive à la fin pour le temps, Vincent Jouve explique qu'il est possible de hiérarchiser les valeurs d'un récit en observant les redondances, j'en avais déjà parlé, au niveau de l'histoire et des événements. Lorsque le même contexte, je cite, produit les mêmes événements, les valeurs convoquées sont mises en avant. Or, le jeu de rôle est une narration sérielle au long cours. Donc, s'il est possible de faire que dans un même roman, le même contexte produit les mêmes événements, c'est d'autant plus facile à orchestrer dans un jeu de rôle. Et je vais prendre un exemple. Je vais prendre la longue campagne de Wasteland qui est consubstantielle au jeu, puisque chaque volume de la campagne arrive avec les différents suppléments. Elle tient un discours qui est particulièrement cohérent. En effet, le monde de Wasteland, qui est un monde post-apo, est dangereux. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure des scénarios que le danger, c'est pas tant l'extérieur, mais bien plutôt les petits intérêts individuels et médiocres de chacun de ces acteurs. À chaque fois, les joueurs se retrouvent dans une situation précaire, mais ça pourrait être pire. C'est inconfortable, mais ça pourrait aller. Et en fait, le scénario se transforme en catastrophe parce que tous les acteurs, tous les PNJ, œuvrent pour servir leur intérêt personnel, une vision court-termiste, et du coup, toutes ces interactions interindividuelles qui ne fonctionnent pas dans le sens du bien général, transforment le problème, qui pouvait être gérable, en crise aiguë. La campagne promeut donc indirectement la vision d'un monde politique où l'intérêt général aurait préséance sur les intérêts particuliers grâce à des acteurs réfléchis et altruistes, alors ça ne se trouve pas dans le vrai monde non plus, mais bon, ça c'est le problème, qui privilégieraient le long terme. Et donc je vais finir par là. Bon, c'était Wasteland. In fine, c'est la table qui décide. Devant cet état des lieux sur la politique des valeurs dans le jeu de rôle, je soulignerai que prendre conscience des valeurs véhiculées par le jeu, c'est s'en libérer ou choisir d'y souscrire. De plus et surtout, le jeu de rôle, par l'interactivité et l'intercréativité qu'il met en jeu, offre des leviers aux joueurs, on entend MJ comme PJ,
afin de leur laisser le dernier mot pour se positionner face à cet édifice de valeurs. En effet, ultimement, comme tout lecteur, le MJ et les PJ peuvent refuser de jouer à un jeu qui prône des valeurs auxquelles ils ne souscrivent pas. Mais la communauté interprétative que constitue la table peut aussi décider de refuser ces valeurs en les modifiant ou en adoptant des postures de résistance. On peut jouer à contre-rôle, un inquisiteur humaniste, ou flirter avec les frontières du monde fictionnel, un inquisiteur hérétique ou révolutionnaire. Il est même possible de s'emparer du monde fictionnel pour le modifier, même si sa plasticité dépend de son moteur et de la latitude d'action réservée au PJ. C'est quand même plus difficile de changer le monde de vampires que de changer bien d'autres mondes. Quant au scénario, dans beaucoup de cas, les joueurs sont libres d'accepter ou de refuser les choix qui leur sont proposés, de créer leur propre voie, de lutter contre les valeurs du monde fictionnel et de ces PNJ qui leur paraissent indéfendables. Ainsi, comme nous le savons tous, le jeu de rôle, plus encore que nombre de médias, se définit par sa plasticité et la place centrale qu'il réserve à la liberté des joueurs. C'est donc à nous de faire usage de cette liberté afin d'utiliser le jeu de rôle comme une expérience de pensée qui nous engage à sanctionner des valeurs et à choisir quelles valeurs nous voulons faire triompher dans le jeu et dans le réel. Merci. Bon, on va passer aux questions. Alors, on va pas en prendre beaucoup. Il va falloir faire un tirage au sort parce qu'on a pris un petit peu de retard et que ça va traîner. Donc, une. Donc, ouais, alors, question courte, réponse courte. Là, oui. Évidemment, j'ai 36 questions. Bon, peut-être. Ouais. J'en fais un qui n'a pas posé de questions encore aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. J'avais du coup, alors je vais essayer de formuler la question de manière courte. Dans la présentation, tu n'introduis pas la notion de partage de l'autorité comme donc tu parles uniquement, je crois, de jeu avec un MJ et des PJ. Oui. Jusqu'où est-ce que tu penses que ça véhicule aussi des valeurs? Et alors là, c'est la question troll entre guillemets, juste pour le dire. Jusqu'où le fait de ne pas en avoir parlé, ça représente tes valeurs? Ça représente surtout la manière dont je joue. Après, j'y ai pensé et je pense qu'au fond, ça n'invalide pas ce que j'ai dit, même si effectivement, le fait de partager l'autorité, ça en rajoute une couche, de même que l'XP, ça dit des choses sur nos valeurs. De même que le fait de partager ou non l'autorité et de donner plus ou moins de latitude aux joueurs, enfin aux meneurs, comme on en parlait pour le droit, etc. C'est aussi un positionnement, mais je ne me sentais pas vraiment d'en parler parce que je manque d'expérience sur la chose, mais effectivement. Merci. Donc, on m'entend là? Ouais. De toute façon, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à dire sur les dispositifs qu'on pense normaux, classiques, enfin voilà. Ouais, je voulais revenir juste sur l'aspect essentiellement xénophobie ou discours sur la société en fait. Ça m'a fait penser notamment aux accusations qu'on formule à l'encontre de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, justement de racisme, et la défense qu'en fournit Ursula Le Guin, qui est une autre autrice de fantasy, et qui disait que le fait est que le monde de Tolkien, même s'il y a des orques, donc des xénos en fait unilatéralement mauvais et irrécupérables, n'était pas forcément pour autant raciste, parce qu'il parlait non pas il s'agissait non pas d'une allégorie de notre société ou d'un point de vue sur notre société, mais soit d'une société possible, soit plutôt en fait de l'exploration de l'intériorité de l'être humain lui-même. C'est-à-dire que ça reflète non plus le racisme envers un peuple nécessairement maléfique, à savoir les Noirs d'Afrique, justement quand on accuse Tolkien, mais plutôt l'aspect finalement sombre d'un être humain, l'orque représentant finalement cette part de mal qu'il y a en nous, justement, pour l'explorer. Je ne sais pas si tu y as pensé pour cet aspect-là, ou si tu tiens un niveau... Mais je me suis dit que je n'allais pas mettre le pied dans ce piège à loup géant que constitue Tolkien. Pas forcément Tolkien, après, hein, juste l'idée qu'on ne parle pas forcément de notre société, mais de l'être humain. Société. Et en fait, on expérimente quelque part un être humain possible dans une société imaginaire, ce que permet finalement la fantaisie, quoi. Et ce que permet le jeu de rôle, puisque l'expérimentation est encore plus forte quand... Alors effectivement, c'est ce que j'ai dit, hein, on ne se transforme pas en néo-nazi. Il se trouve que dans le cadre Dark Heresy, c'est pas juste un faisceau, c'est tout qui converge, y compris le fait que pour y échapper, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune posture de second degré, il n'y a aucune échappatoire, il y a difficilement de moyens de faire autre chose, parce qu'en gros, c'est va buter les xénos, sinon c'est moi qui te bute. Tu n'es pas une néo-nazie, Maxime à côté de moi qui aime le jeu n'est pas un néo-nazi non plus. Et donc,
posture quelque part ironique, second degré par rapport au truc. C'est-à-dire on l'adopte sans être dupe. Alors, on des l'adopte sans codes, adulte, quoi. c'est un faire semblant, mais on sent bien quand même que ça touche quelque chose. Enfin, ouais, j'ai toujours l'impression que ça touche quand même quelque chose de délicat. Ouais. Et ce qui est gênant aussi, c'est que là, pour le coup, c'est la différence entre la pratique, c'est ce que je disais, enfin, c'est ce qu'on en fait, et ce qu'on nous donne à voir ou à jouer. Et de fait, il n'y a ni échappatoire, ni. Enfin, il n'y a jamais de second degré dans ces bouquins, quoi. Enfin, C'est peut-être justement cet extrémisme qui pousse naturellement, enfin c'est peut-être inclus dedans, ça enjoint Après, ça naturellement fait à la posture. réfléchir sur la fascination que ce genre de choses aussi peut provoquer. Donc, ce qui est une manière d'y réfléchir et de ne pas y souscrire, c'est pour ça qu'on ne se transforme pas tous en néo-nazis, hein, c'est pratique, c'est mieux. Mais j'ai connu des gens qui refusaient d'y jouer parce que c'était trop et qu'il n'y avait pas de... Je suis désolée, mais nous sommes obligés de couper là. Donc merci Isabelle. Mais,